Pax et bonum, bienvenue à mes auditeurs pour notre émission franciscaine. Nous retrouvons François d'Assise à travers l'ouvrage de Julien Green, mis en audio par Saint-Léger Productions. Nous arrivons vers les derniers chapitres et nous allons revivre un certain Noël et une certaine lettre écrite à Antoine de Padoue. Bonne écoute. Noël. Au milieu de septembre, Hugolin, qui a regagné Ostie, attend François et sa règle pour l'approbation papale. De Subiaco à Rome, la distance est courte, mais ce voyage a dû paraître bien long à François qui n'en augurait rien de bon. Ses rapports avec les grands de ce monde se soldaient si souvent par des déceptions. Le réconforte peut-être la présence de son ami Hugolin qui l'attend dans la ville éternelle. Et en effet, il est bien reçu par ce prince de l'Église. Quel chemin ils avaient parcouru tous les deux dans la vie. Après la mort de François, ce même Hugolin, devenu pape, prétendra dans la bulle Quo Elongati avoir activement participé à la rédaction de la règle des frères mineurs. Mais il semble que ses interventions aient été surtout négatives. Il fit modifier certains articles, notamment sur l'obéissance absolue, sauf cas de conscience grave, comme dans les autres ordres. C'était le premier pas formel vers l'organisation régulière de la fraternité. François céda, par obéissance. N'est-ce pas alors qu'il prononça ces paroles tirées du plus profond de lui-même, qui rappellent la vie des pères du désert, et dont Ignace de Loyola se souviendra. Prenez un corps que l'âme a quitté et placez-le n'importe où. Il ne mettra aucune mauvaise grâce à se laisser manœuvrer, ne se plaindra pas de la posture où on le laisse. Installé dans une chaire, ce n'est pas en haut qu'il regardera, mais en bas. Revêtu de pourpre, il n'en paraîtra que 2 fois plus pâle. Voilà le parfait obéissant. Même si cela paraît contraire à son amour de la vie, nous avons là une image sans égale de son esprit d'obéissance. En novembre, Honorius III eut entre les mains le texte modifié et à son tour imposa paternellement un ajout radical. Le terme « ordre » faisait son apparition dans la règle, obscurcissant l'appellation vaste et généreuse de fraternité, mais celle-ci est restée dans le langage et le cœur des franciscains. Enfin, le pape approuva la règle le 29 novembre dans la bulle Solet Annuere. Pour être sûr qu'il n'y aurait pas de trouble avec les frères mineurs attachés à l'esprit des premiers jours, ceux qu'on a appelés les Zelanti, le pape promulgua bientôt une seconde bulle, Fratrum Minorum, menaçant d'excommunication ceux qui n'observeraient pas la nouvelle règle. La désillusion est totale pour François. Il redoute maintenant que les réformateurs de la règle n'en arrivent à chasser dans la solitude des bois les frères les plus fidèles. Et c'est ce qui arrivera quand les ministres généraux, dont Bonaventure, persécuteront les spirituels. Ainsi, Césaire de Spire, mis en prison sous le généralat d'Élie, y laissa la vie sous les coups de bâton d'un frère geôlier, sous prétexte qu'il voulait s'enfuir. Et les fameux rouleaux sur lesquels Léon racontait toute l'histoire de François et ses propres souvenirs, trop bien cachés, ne furent jamais retrouvés. Avant de quitter Rome, François obtint du pape, en guise de compensation, le droit de fêter Noël avec un éclat particulier et selon ses idées personnelles. Il choisit Greccio parce que le seigneur du lieu, Giovanni di Velita, qui attachait moins d'importance à la noblesse du sang qu'à celle de l'âme, avait fait don à François de la montagne couverte de bois qui dominait l'éperon rocheux de son village et le val de Rieti jusqu'au mont Bleuté s'étendant à l'horizon. Sur un aplomb de la muraille de pierre, François avait fondé un petit ermitage, utilisant comme d'habitude une des grottes que lui offrait la nature. Elle fut transformée en chapelle. Sur sa demande, on y installa une mangeoire généreusement pourvue de paille. Suivirent un bœuf et un âne, témoins exigés par la tradition. Au cœur de la nuit, les flambeaux s'allumèrent et la population d'alentour montait de tous côtés à travers les arbres, torches au poing,
si bien que les sentiers de la montagne palpitaient comme des ruisseaux de lumière. Un prêtre était venu pour dire la messe qui fut célébrée sur la mangeoire devenue crèche, le presepio, cher aux Italiens, et ce fut François, revêtu de la dalmatique de diacre, qui lut l'évangile de la Nativité. La foule, émerveillée de cette redécouverte du grand mystère, suivait avec attention les moindres détails de la cérémonie. Et beaucoup crurent voir François tenir dans ses bras l'enfant baigné de rayons. La foi du Moyen-Âge, plus près de l'enfance que la nôtre, traduisait d'instinct par des visions les vérités à croire qui parlaient mieux à son cœur. Cette nuit-là était d'une douceur exceptionnelle qui ne fut jamais oubliée. Dans les bois, les frères chantaient, et les lumières luisaient doucement un peu partout, comme pour se joindre à cette explosion d'allégresse inattendue et répondre à la clarté obscure du ciel. Ce fut notre messe de minuit, la première, pleine de cette poésie que seul un François d'Assise pouvait trouver. Cette année de bataille incertaine se terminait pour lui dans une joie extatique. Lettre à frère Antoine. Après Noël, ou tout au début de 1224, François écrit une lettre de 4 lignes à frère Antoine, en réponse à une lettre qu'il a reçue de lui. À frère Antoine, mon évêque, frère François, salut. Il me plaît que tu enseignes aux frères la sainte théologie, pourvu que dans cette étude, tu n'éteignes pas l'esprit d'oraison et de dévotion, comme il est prescrit dans la règle. Sans être sèche, elle est précautionneuse. Elle fait l'effet d'une permission accordée parce que les temps changent, comme on confierait un médicament dangereux à une jeune personne inexpérimentée. Le terme de « mon évêque » ne doit pas égarer. Il ne s'agit pas là d'un badinage amical, mais du titre donné à un prédicateur, prélat ou non. Ce qui ressort en tout cas de ce bref message pourrait paraître une sourde méfiance à l'égard de la théologie, si elle met en péril et l'esprit de prière et celui de dévotion. Pourquoi cette mise en garde? Et qu'a-t-il à craindre de son correspondant? Né à Lisbonne vers 1195, de grande famille et beau comme une fleur, celui qui s'appelait alors Fernando repoussa les attraits du monde et entra dans l'ordre des chanoines réguliers de Saint-Augustin où il acquit de vastes connaissances. Il était chanoine de Sainte-Croix de Coimbra quand, en 1220, les martyrs franciscains du Maroc furent ensevelis dans son église. Sans hésiter, il décida immédiatement de devenir frère mineur. Les Augustins tentèrent de le garder chez eux, mais rien n'y fit. Prenant le nom d'Antoine, il entra chez les franciscains du Portugal, puis se rendit en Italie et assista au chapitre du 30 mai 1221 à la Portioncule. On envoya le jeune frère dans un ermitage de Romagne. Il balayait, faisait le jardin et vivait dans une grotte. Appelé à assister à une ordination à Forlì, il lui fut commandé de prendre la parole, les religieux de divers ordres présents s'y étant refusés comme non préparés. Par obéissance, il se leva, et son improvisation transporta ses auditeurs d'autant plus qu'il avait jusque-là laissé tout ignorer de ses dons et de l'étendue de son savoir. Partout, on voulut l'avoir pour prêcher, et sa réputation grandit en raison inverse de sa modestie. Bologne, immense honneur, offrit une chaire à ce frère mineur de 28 ans, et d'autres villes le réclamaient. Les ministres de la fraternité le poussèrent dans cette voie, mais en dépit de leur autorisation, c'était celle de François lui-même qu'il voulait obtenir. Avec toutes ses réticences, l'accord du poverello ne pouvait être mieux interprété. Antoine mit toute sa science au service de l'esprit franciscain, et devenu célèbre en France comme en Italie, il fut invité à la jeune université de Padoue en 1229, après avoir enseigné à Bologne. François d'Assise avait un frère idéal, frère Antoine de Padoue.
Amis auditeurs, rendez-vous la semaine prochaine. Nous retrouverons François d'Assise à travers l'ouvrage de Julien Green. Comme je vous le disais, nous arrivons dans les derniers chapitres, les derniers mois. Donc ne manquez pas ce rendez-vous.